Luis Gustavo, un homme approchant la soixantaine, n'avait jamais souhaité se marier. Il était convaincu que les femmes ne s'intéressaient à lui que par intérêt, attirées par sa fortune et le confort qu'il pouvait lui offrir. Aussi, il se fit une promesse. Il n'épouserait qu'une femme sereine, belle et timide. À ses yeux, ces qualités signifiaient moins de vanité, moins d'ambition démesurée et plus d'obéissance à ce qu'il considérait comme essentiel. De plus, elle devait être millionnaire comme lui, afin que l'argent ne soit jamais la raison principale de leur relation. Mais le temps passa, et il commença à ressentir le poids de l'âge. La femme idéale, dont il rêvait tant ne se présentait pas. À chaque rencontre, la conversation tournait autour du luxe, de l'argent et du statut social. Il lui a suffi d'un soupçon d'intérêt financier pour mettre fin à leur relation dès le premier rendez-vous. Les années passèrent et Luis Gustavo demeura seul dans son immense demeure. Jusqu'à ce qu'un matin comme les autres, un événement inattendu se produise. Il était au salon, prenant un café avec sa mère, Donalia, une femme âgée dont la parole s'était affaiblie avec l'âge. Le café était raffiné, comme tout le reste dans leur maison, mais l'instant était simple. C'est alors qu'il vit quelque chose qui le bouleversa profondément et lui fit battre le cœur à tout rompre. Pour la première fois en 6 mois, il remarqua vraiment Rosemary, la femme de chambre qui travaillait au manoir. Toujours pris par son emploi du temps chargé, il n'avait guère prêté attention à qui s'occupait de la maison. Mais à cet instant précis, il sembla que le destin ait décidé d'intervenir. Il observa Rosemary essuyer délicatement les larmes de Donalia, lui parlant avec affection, patience et respect. Une scène silencieuse, mais chargée de sens. Douce, sereine, polie, aimante et d'une grande beauté. Elle possédait exactement les qualités qu'il prétendait rechercher chez une femme. Il y avait cependant un détail impossible à ignorer, Rosemary n'avait pas un sou en poche. Il était vraiment pauvre. Dès lors, l'image de Rosemary prenant soin de Donalia avec une tendresse qu'il n'avait jamais vue chez aucune des femmes qu'il avait connues commença à hanter ses pensées. Pour la première fois, Luis Gustavo se mit à se demander si tout ce qu'il croyait savoir sur l'amour et l'intérêt personnel était réellement vrai. Les larmes de Donalia coulaient lentement sur son visage ridé, et personne dans le manoir ne l'avait remarqué. Personne, sauf elle. Rosemary laissa tomber le torchon sur le comptoir en marbre sans faire un bruit. Il traversa la cuisine à pas légers et s'agenouilla devant le fauteuil roulant de la dame, avec une simplicité presque instinctive, presque sacrée. Il resta silencieux un instant. Il prit simplement les mains froides de la vieille dame dans les siennes, les réchauffa de sa paume et attendit. Quand elle prit enfin la parole, ce fut à voix basse, presque un murmure, « Il te manque, n'est-ce pas? C'est l'anniversaire d'Armando aujourd'hui. » Donalia ne répondit pas. Elle n'en pouvait plus. Mais ses yeux qui avaient déjà vu 78 ans de vie, brillaient d'une façon qui en disait long. Et Rosemary comprit sans qu'il lui faille rien de plus. Il sortit de la poche de son tablier un simple mouchoir en tissu plié en 4 et essuya chaque larme avec une délicatesse absurde, comme s'il touchait à quelque chose de trop précieux pour être manipulé à la hâte. C'est à ce moment précis que Luis Gustavo leva les yeux de sa tasse de café. Il était assis à moins de 6 mètres, en bout de table. Une table bien trop longue pour une seule personne. Le journal plié à côté de lui, le regard perdu dans sa rêverie habituelle. Ce brouillard que les hommes riches s'entourent parfois pour ne pas trop ressentir. 57 ans. Des cheveux gris aux tempes, un costume impeccable même chez lui, car l'habitude l'avait englouti depuis longtemps. Et puis il vit. Pas Rosemary en tant qu'employée. Ni le tablier beige, ni les mains calleuses, ni l'étiquette nominative qu'il avait lui-même demandé de faire coudre sur les uniformes. Il la vit comme on voit quelqu'un quand les yeux cessent de mentir. Sa poitrine se serra d'une façon qu'il ne comprenait pas. C'était une sensation presque physique, comme lorsqu'on trébuche sur la dernière marche d'un escalier et que le cœur fait un bond dans la gorge avant même que le corps ait pu réaliser ce qui se passait. Il posa la tasse. Lentement. Luis Gustavo Brandao Mendes avait bâti son empire en tournant le dos au monde des émotions. Ce n'était pas un choix dramatique. Il n'y a pas eu de nuit de larmes, ni de décision prise devant le miroir. C'était un processus silencieux, presque chirurgical. À chaque fois qu'une femme arrivait, les yeux brillants, à l'adresse de son manoir, au lieu de briller pour lui, une petite pierre était déposée contre le mur. Après des années, le mur était devenu trop haut pour que quoi que ce soit puisse le franchir. Il savait ce qu'il disait de lui-même à quiconque lui posait la question. Je suis sélectif. C'est le mot que j'ai utilisé. Sélectif. Comme s'il s'agissait d'un critère de qualité, d'un protocole professionnel appliqué à la vie privée. Mais sa mère, Donalia, lorsqu'elle pouvait encore parler clairement, avait un autre mot. Elle a dit que son fils avait peur, et elle l'a dit en le regardant droit dans les yeux, avec la fermeté de quelqu'un qui n'a plus de temps à perdre avec des demi-vérités. Tu as peur, Gustavo.
Et la peur déguisée en sélectivité reste de la peur. Il changeait toujours de sujet. Rosemary était arrivée au manoir 6 mois plus tôt, embauchée par l'agence à laquelle il faisait appel depuis des années pour le personnel de maison. Son CV était simple. 32 ans. Divorcé. Sans enfant. 2 emplois précédents comme employé de maison. Aucun diplôme universitaire. Aucun patrimoine déclaré. Il avait signé le contrat sans même lire son nom en entier. Voilà comment ça s'est passé. Les RH s'en sont occupés. Il a donné son accord. Et durant les 6 mois qui suivirent, Rosemary s'était intégrée à la demeure, comme le silence s'intègre à une bibliothèque, omniprésente, invisible à ceux qui ne savent pas écouter. Mais ce mardi matin-là, tandis que le café refroidissait dans sa tasse et que le journal demeurait intact, Luis Gustavo écouta. Pendant les 3 jours suivants, il se surprit à faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, prêter attention. Pas de façon évidente. Pas comme un chef qui supervise le travail. C'était différent. C'est le genre d'attention qu'on s'efforce de se cacher, qu'on rationalise en la qualifiant de simple curiosité ou d'observation naturelle de l'environnement. Mais quand on se lève mentalement de la table de réunion pour écouter si elle fredonne doucement dans la cuisine, ce n'est plus de la curiosité. C'est autre chose. Il remarqua qu'elle ne chantait que lorsqu'elle se croyait seule. Une chanson qu'il ne reconnaissait pas, lente, presque mélancolique, qu'elle interrompait aussitôt au moindre signe de présence humaine, comme un oiseau qui cesse de chanter au moindre mouvement dans les feuilles. Il remarqua qu'elle servait toujours Dona Alia avant tout, même lorsque d'autres demandes s'accumulaient, même lorsque le beau-père Benedito insistait sur d'autres priorités. La dame était toujours la première. Toujours. Il remarqua que Rosemary ne le regardait jamais plus de 2 secondes. Ce n'était pas de la timidité nerveuse. C'était une description calculée. Le genre de frontière invisible que se fixent les personnes dignes lorsqu'elles travaillent dans des foyers où le déséquilibre des pouvoirs est trop flagrant pour être ignoré. Et c'est précisément cette description qui commença à faire tomber le mur. Car Luis Gustavo était habitué à l'inverse. Il était habitué aux regards qui s'éternisaient. Avec des rires trop précoces. Avec des conversations qui abordaient trop vite la rénovation de la piscine ou le voyage à Monaco. Il était habitué à un intérêt présenté sous un jour favorable. Rosemary n'avait pas d'emballage. Elle était, tout simplement. Mercredi soir, il est resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin, assis dans son bureau à ne rien faire. Il réfléchissait simplement. Et la conclusion à laquelle il parvint le perturba profondément. Car elle remettait en cause un principe qui avait structuré toute sa vie. Le problème n'avait peut-être jamais été les femmes. Jeudi matin, il descendit prendre son café plus tôt que d'habitude. Rosemary était dans la cuisine, dos à la porte, les cheveux simplement relevés en chignon, en train de préparer le porridge de Dona Alia. La radio, posée sur le rebord de la fenêtre, diffusait à très bas volume la station de gospel qu'elle écoutait tous les matins. Elle ne l'entendit pas entrer. Luis Gustavo resta un moment sur le seuil de la cuisine, ce qui aurait été embarrassant si quelqu'un l'avait vu. Il cherchait quelque chose. Une phrase. Une excuse plausible pour justifier sa présence en dehors des heures habituelles. Un semblant de nonchalance pour atténuer l'importance de ce moment. Il ne trouva rien. « Bonjour », dit-il enfin. Elle se retourna, la cuillère toujours à la main, et le regarda pendant exactement 2 secondes, comme toujours. « Bonjour, docteur Luis Gustavo. Voulez-vous que je vous prépare votre café ? Docteur ?» Elle appelait toujours docteur, avec une distance respectueuse qu'il avait appris à interpréter comme du professionnalisme, mais qui, à cet instant précis, sonnait différemment à ses oreilles. Cela sonnait comme une barrière. « Oui, vous pouvez, » dit-il. Puis, contre toute attente, lui qui était habitué à tout contrôler dans sa vie, il ajouta « Comment va votre mère ? Vous m'aviez dit la semaine dernière qu'elle était hospitalisée. » Rosemary marqua une pause d'une fraction de seconde. Si brève qu'une personne inattentive ne l'aurait pas remarqué. Mais lui, il l'avait bien vu. « Ça va mieux, docteur. Merci de vous en être inquiété. » Et elle remua de nouveau le porridge. Luis Gustavo était assis sur le tabouret auprès du comptoir et restait silencieux. Mais cette fois, le silence était différent. Ce n'était pas le silence vide d'un homme qui mange uniquement par nécessité. C'était le silence de quelqu'un qui, pour la première fois depuis longtemps, se trouvait exactement là où il voulait être. Le problème, c'est qu'il ne savait absolument pas quoi en faire. Un homme comme Luis Gustavo, qui avait passé sa vie à construire des murs, pouvait-il apprendre à en abattre un ? Que devait-il faire maintenant ? La question n'était pas simple. Et il le savait. La distance qui les séparait dépassait largement la simple différence de compte bancaire. Leur position sociale était différente. Elle était son employé,
et chacun de ses gestes avait un poids considérable qu'il ne pouvait ignorer sans se mentir à lui-même. Leurs attentes étaient différentes. Des décennies d'une vie construite dans une direction ne pouvaient être bouleversées du jour au lendemain, sans que quelque chose ne se brise. Et il y avait, peut-être plus que toute autre chose, cette peur que sa mère avait nommée des années auparavant. Mais il y avait aussi ce porridge préparé avec soin à 6h30 du matin. Il y avait ce mouchoir plié en 4 dans la poche de son tablier. Il y avait cette chanson qui s'était interrompue en plein milieu, au son de pas qui approchaient. Comme si sa joie était trop intime pour être partagée avec son patron. Vendredi, Benedito, le majordome qui avait géré la maison pendant 12 ans avec la précision d'une montre suisse, entra dans le bureau avec une expression que Luis Gustavo reconnut aussitôt. Il avait une affaire délicate à aborder. « Qu'y a-t-il, Benedito ?» L'homme plus âgé referma soigneusement la porte avant de parler. « Docteur, j'ai reçu ce matin la convocation de l'agence pour l'emploi. Rosie Marie a demandé une mutation. Elle demanda à être relogée. » Le silence qui suivit ne dura que 3 secondes. Mais pendant ces 3 secondes, Luis Gustavo ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La panique particulière de celui qui réalise qu'il est sur le point de perdre quelque chose qu'il ne savait même pas vouloir garder. « Pourquoi ?» demanda-t-il, la voix plus maîtrisée qu'il ne l'était en réalité. Benedito hésita. Elle n'a pas donné de raison précise au médecin, mais il a marqué une pause, pesant ses mots. Elle m'a confié qu'elle avait l'impression de devenir un fardeau pour la famille. Un fardeau ? Elle avait répondu, je ne peux me permettre d'être un fardeau pour personne. Luis Gustavo fixa longuement le majordome. Puis il tourna légèrement sa chaise vers la fenêtre et garda le silence. Benedito connaissait ce silence. C'était le silence d'un homme qui prend une décision. Docteur, si je peux me permettre. Vous pouvez parler, Benedito. Dans cette maison, pendant plus de 12 ans, j'ai vu ta mère pleurer de solitude un nombre incalculable de fois. Et je t'ai vu travailler de nuit bien plus souvent que ce qui serait sain pour un être humain. Il marqua une pause. Depuis l'arrivée de Rosemary il y a 6 mois, Donalia n'a pas pleuré une seule fois sans qu'on lui tienne la main. Et toi, pour la première fois de mémoire d'homme, tu es descendu prendre un café un matin de semaine sans être habillé pour sortir. Luis Gustavo ne répondit pas. C'est tout, docteur. Excusez-moi. Benedito est parti et a fermé la porte. Luis Gustavo se retrouva seul, accablé par le poids d'une vérité qu'il avait passé 57 ans à fuir. L'argent est certes efficace pour protéger un homme de bien des choses, mais totalement impuissant face à la solitude. Il alla la trouver dans le jardin, où elle cueillait chaque après-midi des herbes pour le thé de Donalia, un rituel qu'il observait sans jamais s'en rendre compte. Rosimar le vit approcher et prit aussitôt sa posture habituelle, le dos droit, l'expression neutre, 2 secondes de contact visuel direct avant de détourner le regard. Rosimar, dit-il en s'arrêtant à 2 mètres d'elle, comme si cette distance était importante à maintenir pour le moment. Docteur, Benedito m'a parlé de la demande de transfert. Elle n'a pas répondu. Il continuait de tenir les herbes à 2 mains, le regard baissé. Je veux que vous me disiez personnellement pourquoi. C'était la première fois en 6 mois qu'il lui posait une question aussi directement, non pas comme un ordre d'un supérieur, mais comme une requête d'un homme. Et elle sentit la différence, car son corps se raidit légèrement, comme si le sol sous ses pieds avait soudainement changé de forme. Docteur Luis Gustavo, dit-elle d'une voix calme mais ferme. J'ai besoin de mon travail. Je dois m'occuper de ma mère. J'ai des factures à payer. Ma vie dépend de ma capacité à ne pas commettre d'erreurs. Et je n'ai pas les moyens de... Elle s'arrêta. De quoi ? demanda-t-il. Elle leva les yeux. Cette fois, pas pendant 2 secondes, mais bien plus longtemps. Ressentir des choses que je n'ai pas le droit de ressentir, dit-elle. Et sa voix ne tremblait pas, mais ses yeux exprimaient tout ce que sa voix refusait d'admettre. Le jardin tomba dans un silence complet. Et Luis Gustavo Brandao Mendes, l'homme qui avait érigé un mur de pierre autour de son cœur pendant des décennies, l'homme qui avait transformé la peur en sélectivité et la solitude en protocole, sentit la dernière pierre du mur se fissurer en 2. Pas avec fracas. Avec le poids d'une vérité trop simple pour être ignorée. Elle a dit qu'elle n'avait pas le droit de ressentir quoi que ce soit. Êtes-vous d'accord pour dire qu'elle a eu raison de demander sa mutation ? Ou pensez-vous qu'elle aurait dû rester ? Dites-le-moi dans les commentaires. Il ne répondit pas tout de suite. Voyant le silence s'éterniser, elle recula d'un demi-pas. L'instinct de celui qui est allé trop loin et sent le sol se dérober sous ses pieds. Puis il parla. Rosemary. Sa voix était différente. Elle n'avait plus le ton autoritaire qu'il employait pour signer des contrats et conclure des réunions. C'était tout autre chose. C'était la voix d'un homme qui, pour la première fois depuis longtemps, disait la vérité sans préparation.
J'ai passé ma vie à me protéger des femmes qui me désiraient pour ce que j'ai. Et j'étais si douée que j'ai fini par me protéger de tout. Des quatre coins du monde. Elle l'écouta sans ciller. Tu es la première personne, depuis des années, à me regarder et à voir autre chose que la taille de mon compte. Il marqua une pause. Ce qui, à tout le moins, me fait me poser la question suivante. Docteur, Laissez-moi terminer. Ce n'était pas un ordre. C'était une demande. Je ne propose rien d'inapproprié. Je n'abuse pas de ma position de supérieur hiérarchique pour forcer les choses. Si vous souhaitez être muté, je signerai le document aujourd'hui et vous garantis que votre départ se déroulera dans les meilleures conditions possibles. Il prit une profonde inspiration. Mais si vous restez, j'aimerais avoir l'occasion de faire votre connaissance, comme on apprend à connaître quelqu'un. Sans le tablier. Sans le médecin. Sans l'asymétrie qui existe ici. Juste deux personnes. Le vent soufflait dans le jardin, emportant le parfum des herbes qu'elle tenait encore entre ses mains. Rosie-Marie resta longtemps silencieuse. Et dans ce silence, Luis Gustavo perçut quelque chose qu'il avait appris à reconnaître au fil de ses années d'expérience dans les affaires, mais qu'il n'avait jamais vu diriger contre lui de cette façon. Une personne qui pesait le pour et le contre. Honnêtement, elle évaluait ce qu'elle avait à perdre et ce qu'elle avait à gagner. Elle n'était pas naïve. Il le savait. Et c'était précisément ce qui l'effrayait et l'attirait à la fois. J'ai besoin de temps pour réfléchir, a-t-elle finalement dit. D'accord. Il a répondu. Et il y avait quelque chose de particulier dans sa façon de le dire. Aucune urgence. Aucune pression. Aucune trace de l'impatience d'un homme habitué aux réponses immédiates, ce qui fit que Rosie-Marie le regarda de nouveau. Cette fois, pendant plus de 2 secondes. Ce qu'aucun d'eux ne savait encore, et qui allait tout changer, absolument tout, c'est que Rosie-Marie gardait un secret. Non par malice. Non par intérêt personnel. Mais il y avait une partie de son histoire qu'elle avait enfouie si profondément qu'elle en était presque convaincue qu'elle n'existait plus. Un secret que quelqu'un, à cet instant précis, était sur le point de révéler. Il y a des secrets que l'on enfouit soigneusement. Presque avec une solennité quasi cérémoniale. Comme si le fait de recouvrir entièrement la terre garantissait que rien ne remonterait jamais à la surface. Rosie-Marie avait accompli cela avec une maîtrise exceptionnelle pendant des années. Il avait bâti toute sa vie sur ce secret. Des routines. Des habitudes. Un sourire particulier qui ne laissait place à aucune question. Mais la vie n'est jamais éternellement immobile. Ce même vendredi soir, tandis que Luis Gustavo, incapable de travailler, restait éveillé dans son bureau et que Rosie-Marie, dans l'arrière-salle, fixait le plafond, incapable de trouver le sommeil, un homme était assis dans un bar à 40 minutes de la demeure, un téléphone portable à la main, une photo affichée à l'écran. La photo était d'elle. L'homme s'appelait Renato. Il avait 41 ans. Cheveux noirs avec des mèches blanches sur les côtés. Un regard rassurant, fruit d'un long entraînement. Il était le genre de personne que l'on qualifierait, au premier abord, de charmante. À la réflexion, les plus attentifs reviendraient sur leur décision. À la troisième, il serait trop tard. Renato et Rosie-Marie étaient mariés depuis 4 ans. Et ce divorce, celui qu'elle avait décrit dans les documents de l'agence d'intérim avec la froideur clinique de quelqu'un qui doit énoncer un fait sans raviver de souvenirs, ne s'était pas terminé sans heurts. C'était le genre de séparation qui laisse des cicatrices invisibles. Il tapa un message et l'envoya avant de poser son verre. « Je sais où tu travailles. Il faut qu'on parle. » Rosie-Marie sentit son téléphone vibrer sur le matelas et regarda l'écran dans l'obscurité. Le nom qui s'afficha lui donna la nausée. Elle resta immobile pendant près d'1 minute. L'appareil dans sa main, la lumière de l'écran illuminant son visage, lui donnait une expression que personne dans le manoir ne lui avait jamais vue. Ce n'était pas sa sérénité habituelle, ni la fermeté calme qu'elle arborait comme une armure. C'était autre chose. C'était le visage de quelqu'un qui se croyait suffisamment en sécurité. Puis il s'est aperçu qu'elle n'était pas là. Elle n'avait pas répondu au message. Elle avait éteint l'écran, posé son téléphone face contre table et fixé le plafond. Dans l'arrière-salle d'une demeure qui n'était pas la sienne, dans un emploi qu'elle avait démissionné le jour même, les paroles de Luis Gustavo résonnaient encore en elle, sans qu'elle ait demandé la permission de les entendre. « J'aimerais avoir l'occasion de vous rencontrer. » Rosie-Marie fit ce qu'elle avait appris à faire. Quand la vie le mettait à rude épreuve, il prenait une grande inspiration et se mettait à réfléchir. Samedi matin, le manoir s'éveilla à son rythme habituel. Benedito ouvrit les fenêtres de l'étage à 6h45. Le jardin fut arrosé à 7h.
Le café de Donalia était sur la table à 7h20, le porridge à la bonne température et les médicaments de 8h déjà rangés dans le pilulier en plastique coloré que Rosie-Marie avait acheté de sa poche, car elle le trouvait plus pratique que le plateau en argent qui s'y trouvait auparavant. Louise Gustavo descendit à 7h40, comme jeudi, plutôt que d'habitude, mais cette fois sans prétexte de coïncidence. Rosie-Marie était dans la cuisine. Elle le salua de son habituel bonjour. Elle servit le café avec son efficacité habituelle et garda son calme habituel. Si quelque chose avait changé, et c'était le cas, il le savait, car il avait passé des semaines à apprendre à décrypter les nuances de ses silences. Tout était bien dissimulé derrière cette impassibilité qu'elle arborait comme une seconde peau. Il s'assit sur le tabouret auprès du comptoir, comme jeudi, et tous deux restèrent silencieux un moment. Mais c'était un silence différent de celui d'avant. Il avait une texture. Il avait du poids. C'était le silence de deux personnes qui avaient dit des choses qu'on ne pouvait plus taire, cherchant leurs mots pour la suite. Elle prit la parole la première. « J'ai repensé à ce que tu as dit hier. » Il n'a pas répondu. Il s'est contenté de la regarder. « Je dois être honnête. » Elle tourna légèrement le corps vers lui, mais garda les mains posées sur le comptoir, comme si elle avait besoin de s'y agripper. « Je ne suis pas une femme aux histoires simples. J'ai un passé que je préférerais oublier. Et j'ai appris que lorsqu'une personne de votre niveau social s'intéresse à une personne du mien, c'est rarement pour une histoire qui se termine bien pour les deux. Vous me dites que je représente un risque, dit-il, sans ironie. Je dis que je pourrais représenter un risque pour vous, répondit-elle. Et qu'il serait malhonnête de ma part de ne pas vous en avertir au préalable. Louise Gustavo resta silencieux un instant, la regardant avec cette attention particulière qu'il avait développée ces dernières semaines. L'attention de quelqu'un qui écoute vraiment, et non qui attend simplement son tour pour parler. Rosimar. Il a fini par dire, j'ai 57 ans. J'ai entendu trop de promesses de gens qui n'avaient rien à perdre. Vous êtes la première personne depuis longtemps à me prévenir d'un risque avant qu'il ne se produise. Pause. Atchoum. Cela, à lui seul, m'en dit plus sur vous que n'importe quel CV. Elle ouvrit la bouche pour répondre, et son téléphone portable vibra dans la poche de son tablier. Le changement fut subtil. Un regard furtif sur son épaule. Une fraction de seconde d'hésitation avant qu'elle ne se tourne vers lui. Mais Louise Gustavo l'avait vu. J'ai passé des décennies dans les salles de négociation. J'ai appris à décrypter le langage corporel quand la bouche reste muette. Je peux répondre si besoin est. Il a dit, pas besoin. Elle a répondu. Trop vite. Il est retourné nettoyer le comptoir, qui était déjà propre. Il n'a rien demandé. Mais cette vibration. Cette fraction de seconde de tension dans son épaule, qu'il avait appris à toujours percevoir lorsqu'il était détendu. Elle resta dans l'esprit de Louise Gustavo tout le samedi, comme un détail incongru. Dans un tableur qui devait être finalisé. Cet après-midi-là, il était au bureau, en train de relire un contrat, lorsque Benedito frappa 2 fois et entra avec une expression que le patron reconnut immédiatement. Que de chemin parcouru. Benedito Dutor. Le majordome ferma la porte. Il y a un homme à l'entrée de la propriété. Il n'a pas de rendez-vous. Il a dit que c'était une affaire personnelle. Un silence délibéré. Il a expressément demandé à parler à Rosie-Marie. Un silence de 3 secondes s'installa dans le bureau. Son nom ? Demanda Louise Gustavo. Renato. Il ne voulait pas donner son nom de famille. Il a dit qu'elle saurait qui il était. Louise Gustavo a apposé sa plume sur le contrat. Il la fixa un instant. Ce petit objet banal qui, soudain, semblait incarner toute la normalité d'avant cette semaine. Où est Rosie-Marie maintenant ? Dans la chambre de Donalia, docteur. Ne lui dis rien pour l'instant. Il se leva. Je vais à l'entrée. Benedito haussa légèrement les sourcils. La surprise maximale que 12 années de métier de majordome lui permettaient d'afficher. Vous-même, docteur ? Moi. L'homme qui attendait devant le portail électronique était exactement le type d'homme que Louise Gustavo avait appris à reconnaître au fil des décennies passées dans le monde de l'entreprise. Non pas à cause de son costume ou de sa voiture, mais à cause de son attitude. Il appartenait à une catégorie bien précise d'hommes, comme si le monde entier avait quelque chose à leur dire. Les épaules légèrement en arrière et le menton incliné d'une manière qui n'était pas vraiment arrogante, mais suffisamment calculée pour passer pour de l'arrogance au besoin. Renato était de ce genre. Les deux hommes s'observèrent un instant à travers les barreaux, avant d'échanger un mot. « Pouvez-vous me dire qui vous êtes ?» demanda Louise Gustavo. « Pouvez-vous me dire qui vous êtes ?» répondit Renato avec un sourire qu'il avait travaillé pour paraître désarmant. « Je suis le propriétaire de cette propriété, et vous vous tenez devant mon entrée sans y avoir été invité. » Le sourire ne disparut pas,
mais ses contours se figèrent légèrement. Je suis venu parler à Rosemary. Nous sommes amis depuis longtemps. Elle travaille. Si vous souhaitez laisser un message, je peux le lui transmettre. Avec tout le respect que je vous dois, et il y avait dans le ton de la remarque que ce respect était purement formel. Je préfère lui parler en personne. Cela ne prendra pas longtemps. Luis Gustavo resta silencieux un instant. Alors, vous êtes son ex-mari. Ce n'était pas une question. Renato cligna des yeux. Et dans cette fraction de seconde où son sang-froid vacilla, Luis Gustavo lut tout ce qu'il avait besoin de lire. A-t-elle parlé de moi? Demanda Renato. Et il y avait désormais quelque chose de plus profond sous son charme. Une note plus acerbe? Non. Mais votre réaction a confirmé ce que je vérifiais. Luis Gustavo mit ses mains dans ses poches. Elle ne vous verra pas aujourd'hui. Si vous avez des questions d'ordre juridique ou administratif à aborder, vous pouvez contacter mon cabinet. Je demanderai à Benedito de vous transmettre ses coordonnées. Quel avocat? Laisse tomber, dit Renato. Et le charme disparut complètement, comme un masque usé par le temps. Je n'ai rien à dire à cet avocat. J'ai quelque chose à lui dire, et elle voudra l'entendre, tu peux en être sûr. Pourquoi? La question fut simple et directe, et Renato ne s'y attendait visiblement pas. Il était préparé à une résistance émotionnelle, à des menaces, à un refus catégorique. Il ne s'attendait pas à une question aussi froide, objective et détachée de la part d'un homme d'affaires. Parce que je sais des choses sur elle que vous ignorez peut-être, finit-il par dire. Et il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, non pas comme un avertissement, mais comme un appât, qui confirma à Luis Gustavo à qui il avait affaire. Merci de votre visite, dit Luis Gustavo. Bonjour. Et il tourna le dos. Luis Gustavo rentra dans le manoir, marchant plus lentement que d'habitude, et monta à l'étage au lieu de retourner à son bureau. Il frappa 2 fois à la porte de la chambre de Donalia. Entrez. La voix rauque de sa mère était plus faible qu'autrefois, mais elle conservait ce timbre si particulier de quelqu'un qui avait passé sa vie à être obéi sans avoir besoin de crier. Il ouvrit la porte. Rosie-Marie était assise sur une chaise basse près du lit, une boîte de vieilles photos sur les genoux. Donalia avait demandé, par gestes et les sons qu'elle pouvait encore émettre, à voir les photos de son défunt mari. Et Rosie-Marie avait passé tout l'après-midi assise là, à les montrer une à une, décrivant à voix basse ce qu'elle voyait sur chaque image, inventant des histoires autour d'elle quand elle n'en connaissait pas le contexte, faisant sourire la dame de ce sourire qui se faisait de plus en plus rare. Luis Gustavo restait immobile sur le seuil. Donalia écouta et lui tendit la main. Il s'approcha, s'assit au bord du lit et prit cette petite main froide dans la sienne. Un instant, tous trois restèrent ainsi. Le fils, la mère et la femme qui avaient pris soin d'elle comme si elle était de sa propre famille. Dans un silence d'une qualité incomparable à tous les autres qui avaient régné dans cette demeure ces dernières années, un silence presque apaisant. Mais Luis Gustavo regarda Rosie-Marie, pensa à l'homme à la porte, pensa au téléphone portable qui avait vibré ce matin-là, pensa à cette phrase « Je sais des choses sur elle que vous ignorez peut-être ». Il se demanda ce que cela signifiait, et surtout, si cela aurait une importance. La réponse à cette question lui parvint 3 jours plus tard, d'un endroit inattendu. Elle venait de Benedito. C'était un mardi matin, et le majordome entra dans le bureau avec une enveloppe brune sans adresse d'expéditeur, arrivée par la poste adressée au propriétaire de la demeure. À l'intérieur se trouvaient 2 feuilles imprimées et une photographie. Luis Gustavo lut la première feuille, puis la seconde. Il contempla longuement la photo, puis replia soigneusement le tout, remit l'enveloppe et resta assis en silence pendant près de 10 minutes. Ce silence de décision que Benedito connaissait bien, mais qui, cette fois, dura plus longtemps que d'habitude. Lorsque le majordome revint lui demander s'il avait besoin de quelque chose, il trouva son maître debout devant la fenêtre, le regard perdu dans le jardin en contrebas où Rosie-Marie cueillait des herbes pour le thé de l'après-midi, comme tous les mardis. Benedito, dit Luis Gustavo sans quitter la fenêtre des yeux, le saviez-vous? Un silence, il devina, docteur, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Un autre silence, plus long, parce que ce n'était pas un secret à révéler, et parce que le majordome choisit le mot suivant avec la précaution de celui qui sait qu'il aura un impact lourd. Cela ne changerait rien d'important. Luis Gustavo garda le silence. En bas, Rosie-Marie se leva, les herbes à la main, et leva les yeux. Elle se dirigeait sans cesse vers la fenêtre du bureau, mais toujours vers l'étage, comme si elle ressentait le poids de quelque chose d'indéfinissable. Puis elle retourna vers la cuisine. « Appelez-la ici, dit Luis Gustavo. Maintenant, docteur, maintenant. » Elle frappa à la porte du bureau 3 minutes plus tard, toujours en tablier, les mains propres, mais les herbes aromatiques restaient dans la cuisine pour ne pas perdre de temps. Il entra et trouva Luis Gustavo assis dans le fauteuil en cuir près de la bibliothèque.
Non pas derrière le bureau, comme un chef, mais à côté, comme quelqu'un qui avait délibérément choisi de lever la barrière. L'enveloppe était posée sur la petite table entre les deux fauteuils. Rosemary l'aperçut immédiatement et le reconnut. Non pas l'enveloppe elle-même, mais ce qu'elle représentait. Il y avait quelque chose de particulier dans le silence de Luis Gustavo, dans la position qu'il avait adoptée, dans la façon dont son regard était fixé sur elle, sans la froideur habituelle des dirigeants. Avant même qu'un mot ne soit échangé, Rosemary sentait que cet instant était de ceux qui marquent un tournant dans une vie. « Asseyez-vous, dit-il. » Elle s'assit dans le fauteuil en face de lui, leva les yeux vers l'enveloppe, puis le regarda. « Voulez-vous me le dire, dit-il, et ce n'était pas une question, ou préférez-vous que je lise à voix haute ce qui est là ?» Rosemary ouvrit la bouche, la referma, prit une profonde inspiration, puis dit quelque chose auquel Luis Gustavo ne s'attendait pas. « L'avez-vous lu ? » ?»« Oui. »« Et vous êtes encore là ?» Ce n'était pas une question, c'était de l'étonnement, le genre d'étonnement authentique de quelqu'un qui avait passé des années à attendre que la révélation d'un secret soit le mot de passe permettant à quelqu'un d'autre de s'échapper. « Je suis toujours là, » confirma-t-il. Les yeux de Rosemary s'emplirent de larmes, elle les retint. Des années d'entraînement à cette contention particulière, et pourtant, elles étaient toujours là, au bord du précipice, dans l'attente. « Vous le savez déjà, dit-elle, la Rosemary que je suis aujourd'hui n'est pas celle que j'ai reçue à la naissance. Il y a des noms que l'on porte en héritage, et il y en a que l'on abandonne comme on abandonne une maison en flammes, non par ingratitude, mais parce qu'y rester signifierait périr avec elle. » Rosemary avait abandonné le sien 6 ans auparavant. Elle resta silencieuse un instant après avoir dit cela. La Rosemary que je suis aujourd'hui n'est-elle pas le nom avec lequel je suis née ? Comme si elle en mesurait le poids, vérifiant si le plafond s'effondrerait ou si la pièce resterait debout après une telle vérité. La pièce resta debout. Luis Gustavo resta assis dans son fauteuil, avec le même regard qu'auparavant, non pas celui d'un juge, non pas celui d'un enquêteur, mais celui d'un homme qui avait décidé d'écouter avant tout. « Dites-moi, dit-il, tout simplement. » Et elle le lui dit. Elle s'appelait Rosangela Ferreira Dumont, fille d'un petit commerçant de l'intérieur du Paraná et d'une institutrice décédée prématurément, d'une leucémie à 43 ans, alors que Rosangela avait 18 ans et venait de réussir le concours d'entrée en gestion d'entreprise dans une école privée qu'elle financerait grâce à une bourse et un emploi. Elle avait terminé ses études et trouvé un travail dans une PME à Curitiba. Elle avait bâti, brique par brique, avec la lenteur caractéristique de celle qui n'a pas de filet de sécurité, une vie qui semblait enfin prendre forme. Et puis, elle avait rencontré Renato Dumont. Oui, le même nom de famille qu'elle portait après son mariage et qui figurait toujours sur ses papiers. Une ironie qu'elle avait tenté d'effacer par la suite, comme tout le reste. Il était entré dans sa vie avec cette simplicité qui accompagne le danger, celui qu'on ne perçoit pas comme tel tant il est beau. Charmant, éloquent, avec un parcours professionnel apparemment solide et un avenir prometteur. Ils s'étaient mariés 16 mois après leur rencontre. Et au cours des 4 années suivantes, Rosangela avait découvert, strate après strate, ce qui se cachait derrière le charme. Il n'était pas violent physiquement, disait-elle, et il y avait une précision clinique dans sa façon de démêler les choses, comme quelqu'un qui avait passé de longues séances de thérapie à apprendre à nommer ce qui s'était passé, sans que les mots ne la détruisent. Elle était de l'autre type, celle qui vous fait douter de tout, de votre mémoire, de votre jugement, de vos capacités, qui vous isole lentement, d'une façon dont vous ne vous rendez compte que lorsqu'on est complètement seul. Luis Gustavo écoutait sans m'interrompre. Quand je suis finalement partie, poursuivit-elle, il ne me restait presque plus rien. L'appartement était à son nom, les économies que j'avais accumulées avant le mariage avaient disparu dans des investissements qu'il avait promis de faire pour moi et qui ne se sont jamais concrétisés. Mon réseau professionnel s'était réduit comme peau de chagrin, car il avait passé des années à me convaincre subtilement de prendre mes distances avec des collègues et d'anciens supérieurs qu'il considérait comme de mauvaises influences. Elle s'arrêta, regarda ses mains un instant, mais le pire n'était pas ça. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Luis Gustavo. « Le pire, c'est que, quand je suis partie, il a commencé à utiliser mon nom. » Sa voix ne tremblait pas, mais elle s'est faite plus douce. Il avait accès à mes documents depuis notre mariage. Il a commencé à ouvrir des comptes, à signer des contrats, à contracter des prêts, le tout au nom de Rosangela Ferreira Dumont. Quand j'ai compris ce qui se passait, j'ai découvert une dette de près de 200 000 réaux répartie entre 6 établissements financiers différents. Tous liés à mon CPF, numéro d'identification fiscale brésilien. Le silence s'est assombri au bureau. J'ai tenté de régler la situation par voie légale, mais il était rusé. Il y avait des documents avec des signatures qui imitaient parfaitement la mienne. Les démarches s'éternisaient, et pendant ce temps, je ne pouvais pas trouver un emploi décent avec ce numéro CPF, numéro d'identification fiscale brésilien. Je ne pouvais pas louer d'appartement, je ne pouvais rien obtenir.
Un silence. Puis j'ai demandé de l'aide à un oncle qui travaillait chez un notaire et qui m'aimait suffisamment pour faire quelque chose que je n'aurais jamais dû lui demander. Luis Gustavo l'avait déjà compris, mais il attendait qu'elle le dise. J'ai complètement changé de nom. Nouvelle inscription, nouveau CPF, numéro d'identification fiscale brésilien. Je sais que ce n'est pas légal. Mais j'avais 30 ans, je n'avais rien, mon nom avait été sali par un homme qui avait fait de mon identité une arme. Elle leva les yeux vers lui. Rosemar, c'est le nom que j'ai choisi. C'est le seul nom qui n'ait jamais été terni par personne. Un silence s'installa dans le bureau, un temps difficile à quantifier. Luis Gustavo la regardait d'un air indéchiffrable. Ce n'était ni de la colère, ni de la pitié, ni ce genre de malaise qu'on éprouve quand quelqu'un révèle quelque chose qui complique tout. C'était autre chose. C'était le regard de quelqu'un qui réorganise sa compréhension. L'enveloppe, finit-il par dire, contenait un rapport, apparemment commandé par Renato, avec son nom d'origine, ses coordonnées et une copie de l'acte de changement de nom effectué par son oncle. Un silence. Et la photo était de lui, prise récemment près du manoir. Il a probablement envoyé quelqu'un te prendre en photo pour confirmer qu'il t'avait trouvé. Rosemar ferma les yeux un instant. Il veut de l'argent. Elle l'a dit. Ce n'était pas la question. C'était la conclusion de quelqu'un qui connaît le scénario par cœur. Probablement. Luis Gustavo était d'accord. Mais pas à votre sujet. Elle ouvrit les yeux. À propos de moi, dit-il. Le rapport était accompagné d'une lettre. Ça ne sert à rien, il n'y a pas de menace explicite. C'est le genre de chose qu'on envoie comme un signal. Pour dire, je sais où elle est et je sais ce qu'elle cache. La prochaine étape consisterait à m'approcher discrètement, ou à vous, en demandant quelque chose en échange de mon silence. Il est venu ici samedi, a-t-elle dit. Je sais. Je l'ai rencontré à la porte. Rosemar restait immobile. Tu es allé à la porte? Oui. Et tu ne me l'as pas dit. Je ne savais pas encore à quoi m'attendre. Je voulais d'abord comprendre le terrain. Il se pencha légèrement en avant. Mais maintenant je comprends. Et je tiens à ce que tu saches que le contenu de cette enveloppe ne change rien à la conversation que nous avons eue vendredi dans le jardin. Elle n'arrêtait pas de la regarder. Pourquoi pas? Demanda-t-elle. Et il y avait une méfiance sincère dans cette question. Non pas de l'agressivité, mais la prudence naturelle de quelqu'un qui a appris que la gentillesse gratuite cache souvent des choses cachées. Ce que vous savez de moi, maintenant suffit pour me licencier. Pour me dénoncer. À Rosemar. Sa voix était calme. Mais il y avait quelque chose, dans cette voix, qui laissait transparaître une force particulière. J'ai bâti un empire à partir d'une ferme en faillite héritée de mon père. Parfois légitimement. Parfois en naviguant dans des zones grises que j'aurais préféré éviter. Un silence. Aucun de nous n'arrive jusqu'ici sans avoir quelque chose qu'il préférerait ne pas voir sur ses papiers. Elle se tut. Qu'est-ce que je vois devant moi? Reprit-il. C'est une femme brisée par un homme qui a abusé de sa confiance. Une femme qui a reconstruit sa vie de A à Z sans rien demander à personne. Et qui prend soin de ma mère avec plus de tendresse que n'importe quel employé ayant jamais travaillé dans cette maison. Il prit l'enveloppe sur la petite table et la lui tendit. C'est à toi. Fais-en ce que tu veux. Rosemar fixa l'enveloppe qu'elle tenait entre ses mains. Et puis, ce qu'elle avait empêché depuis la nuit de l'appel téléphonique, depuis le portail, depuis la conversation dans le jardin, se produisit enfin. Les larmes lui montèrent aux yeux. Peu de choses, rien de dramatique. Juste deux. La baisse est lente. Cette fois, elle ne chercha pas à se retenir. Je ne sais pas comment réagir quand quelqu'un est gentil sans rien attendre en retour, dit-elle d'une voix légèrement différente de d'habitude. J'ai désappris ça. Moi aussi, a dit Luis Gustavo. Peut-être devrions-nous apprendre ensemble. Mais ce qu'aucun d'eux n'avait envisagé à ce moment précis, dans ce bureau, l'enveloppe entre ses mains et les mots encore frais dans l'air, c'est que Renato n'était pas seulement un homme aux tactiques lentes. Renato était un homme qui, lorsqu'il constatait que la voie principale était bloquée, empruntait la voie secondaire. Et ce chemin détourné, en l'occurrence, portait un nom, Donalia. Le jeudi suivant, Luis Gustavo avait un rendez-vous incontournable. Une réunion du conseil d'administration, reportée à 2 reprises, allait occuper toute la journée dans un bureau du centre-ville. Il avait prévenu Benedito, laissé des instructions et vérifié une dernière fois que tout était en ordre. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Renato avait passé toute la semaine à organiser le quotidien du manoir avec la patience de quelqu'un qui a tout à y gagner et rien à y perdre. Elle avait remarqué que le jeudi, entre 13 et 15 heures, le majordome Benedito sortait faire les courses hebdomadaires, que le jardinier déjeunait à l'extérieur et que Rosemary était la seule personne présente dans l'aile de Donalia. L'interphone sonna à 2h20.
Rosie-Marie arrangeait les oreillers de Donna Lia lorsqu'elle entendit le bruit provenant du panneau mural du couloir. Elle s'est approchée et a répondu. La voix à l'autre bout du fil était celle d'une femme. « Bonjour. Je suis de la société de soins à domicile. Nous avons rendez-vous pour l'évaluation de Madame Lia Brandao Mendes. Pourriez-vous ouvrir le portail ?» Rosie-Marie fronça les sourcils. Elle n'avait connaissance d'aucun rendez-vous prévu. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, professionnelle, assurée, avec le vocabulaire approprié, qui dissipait les doutes. « Un instant, dit-elle. Je vais vérifier l'horaire. » Elle se rendit au bureau de Luis Gustavo pour récupérer l'agenda où Benedito consignait tous les rendez-vous domestiques. Elle l'ouvrit à la page du jeudi. Rien. Elle retourna à l'interphone. Je n'ai pas trouvé ce rendez-vous dans nos dossiers. Pourriez-vous me donner le nom de la personne qui vous a contacté ici, à la résidence ? Un silence suivit. Le docteur Luis Gustavo a été contacté directement la semaine dernière. Il est possible qu'il n'en ait pas informé l'équipe. Rosie-Marie resta silencieux un instant. Quelque chose clochait. Elle ne pouvait pas dire exactement quoi, mais il y avait une marque sur son corps. Cette marque que la vie aux côtés de Renato avait engendrée en elle dans la douleur, qui disait « Attends. Je vais appeler le docteur Luis Gustavo pour confirmer, dit-elle. Vous pouvez attendre. » Le silence se prolongea. Bien sûr. Rosie-Marie prit son téléphone portable et composa le numéro de Luis Gustavo. Il répondit à la deuxième sonnerie, entendant le bruit de fond qui indiquait qu'il était toujours en réunion. Rosie-Marie, il y a eu un problème ? Docteur, il y a quelqu'un au portail qui prétend travailler pour une entreprise de soins à domicile et qui a un rendez-vous pour Madame Lia. Avez-vous pris rendez-vous pour aujourd'hui ? Le silence qui suivit fut bref, mais suffisant. Non, je n'ai rien prévu. N'ouvrez pas le portail. Le ton de la voix avait changé. J'appelle Benedito dans un instant. Reste avec ma mère. La communication a été coupée. Rosie-Marie reprit l'interphone. Malheureusement, je n'ai pas pu confirmer le rendez-vous, dit-elle d'une voix calme mais ferme. Le portail ne peut être ouvert sans l'autorisation du propriétaire. Merci de votre compréhension. Elle raccrocha avant qu'une réponse ne puisse être obtenue. Elle resta un instant dans le couloir, son portable à la main, le cœur battant la chamade, une situation qui s'était pourtant résolue sans incident majeur. Mais elle le savait, de cette intuition parfois défaillante, non pas grâce aux faits, mais au plus profond d'elle-même. Ce n'était pas une entreprise de soins à domicile. C'était Renato, qui testait les limites, cherchant la faille. Et si elle n'avait pas vérifié, si elle avait ouvert le portail avec la confiance naturelle de quelqu'un, qui croit encore que les gens sont ce qu'ils prétendent être, il serait entré. Donna Lia seule, vulnérable, incapable d'appeler à l'aide, Rosie-Marie sentit son estomac se nouer lorsqu'elle comprit ce que cela signifiait. Renato n'en voulait pas qu'à l'argent. Il était prêt à se servir d'une vieille femme sans défense pour parvenir à ses fins. Renato a franchi un point de non-retour. Pensez-vous que Rosie-Marie devrait tout avouer à la police maintenant ? Ou cela compromettrait-il son anonymat ? Que feriez-vous à sa place ? Luis Gustavo est rentré chez lui à 6 heures de l'après-midi, 2 heures plus tôt que prévu. Benedito se tenait sur le seuil. Rosie-Marie était au salon, assise sur le canapé avec Donna Lia à ses côtés, leurs mains entrelacées dans un geste qui semblait à la fois protecteur et réconfortant. Il resta un instant sur le seuil, observant la scène, et sentit quelque chose s'agiter en lui avec une force qu'il était difficile d'ignorer. Il s'approcha alors, s'assit sur une chaise en face d'eux et regarda Rosie-Marie. « Dis-moi tout, » dit-il. Et elle le lui raconta. Quand ce fut terminé, le silence de Luis Gustavo était différent de tout ce qu'elle avait appris à lire chez lui. Il était plus sombre, plus pesant. C'était le silence d'un homme qui avait pris une décision et qui cherchait simplement les mots justes pour la communiquer. « Rosie-Marie, dit-il, j'ai une proposition à te faire, et je te demande de bien m'écouter avant de répondre. » Elle leva les yeux. « Renato possède des informations qui pourraient être utilisées contre toi légalement. Et maintenant, il est clair qu'il n'a aucune limite quant à l'utilisation qu'il en fera. » Il marqua une pause. Le seul moyen de lui retirer cette arme une fois pour toutes est de régulariser votre situation, de déclarer volontairement le changement d'immatriculation, de payer les amendes administratives et de clore les dossiers de fraude financière qu'il a commis en votre nom grâce aux documents que vous possédez certainement encore. Elle resta immobile. Cela va coûter cher et nécessiter une bonne équipe d'avocats. Il la regarda. « Je veux payer. »« Non, » répondit-elle aussitôt. « Rosie-Marie, non. » Sa voix était ferme, sans être agressive, mais sans aucune concession. « Je ne te laisserai pas régler mes problèmes d'argent. » C'est ainsi que les problèmes avec Renato ont commencé.
J'ai accepté la vie qu'il s'était construite grâce à son argent comme si c'était la mienne, et j'ai été anéanti quand il m'a tout pris. Je ne referai plus jamais cette erreur. Un silence. Avec tout le respect que je vous dois. Luis Gustavo garda le silence. Puis, pour la première fois depuis son arrivée dans cette demeure 6 mois plus tôt, il sourit. Ce n'était pas le sourire poli d'un cadre, ni le sourire condescendant d'un homme. C'était un vrai sourire, qui illuminait son regard et dura suffisamment longtemps pour paraître sincère. Tu sais, dit-il, la plupart des gens que je connais l'auraient accepté sans sourciller. Je sais, répondit-elle. C'est pourquoi Donalia, debout à ses côtés, laissa échapper un son étouffé, presque un rire faible et feutré, mais indubitable. Toutes deux fixèrent la dame au même instant, et Donalia, avec ses yeux de 78 ans qui en avaient vu plus que la plupart des gens en deux vies, regarda d'abord son fils, puis la femme à ses côtés, et fit le seul geste qu'elle pouvait encore faire avec une clarté absolue. Elle prit les mains de Rosie-Marie et de Luis Gustavo sur ses genoux et les serra. Le problème, c'est que Renato était toujours dehors, et le lendemain matin à 9h42, le portable de Luis Gustavo reçut un message d'un numéro inconnu, une simple phrase « Je sais que tu l'aimes bien ». Cela simplifie les choses. 300 000 râlés, ou l'histoire de Rosangela Ferreira-Dumont, font la une des journaux. Il y a une différence fondamentale entre un homme riche qui a peur et un homme riche qui est en colère. La peur paie, la colère ourdit des complots. Luis Gustavo lut le message 3 fois. Il ne put se contenter de cela, car il lui fallait le relire pour le comprendre. Le texte était suffisamment simple pour être compris dès la première lecture. Il le relut car, après des décennies de négociations, il avait appris que la première réaction émotionnelle est rarement la meilleure et que 3 lectures suffisaient pour que l'instinct cède la place à la raison. À la première lecture, il avait ressenti de la colère. À la deuxième lecture, il ressentit une sensation plus glaciale, la nette conviction que Renato l'avait sous-estimé en le considérant comme une simple menace à la porte, alors qu'il représentait en réalité une menace stratégique. À la troisième lecture, il commença à construire. Il posa son téléphone portable sur le bureau, se leva et se dirigea vers la fenêtre. En contrebas, le jardin était calme ce vendredi matin. Le jardinier était arrivé en retard, Bénédicte était à l'intérieur, et Rosemary n'était pas encore descendue cueillir les herbatées, car il était trop tôt. Tout semblait normal, et pourtant rien ne l'était. Il retourna à la table et composa un numéro qu'il avait mémorisé des années auparavant, non pas sur son portable, mais de mémoire, car il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas enregistrer sur des appareils. Le téléphone décrocha à la 3e sonnerie. Docteur Luis Gustavo, ça fait longtemps. Il faut qu'on parle, Marcelo. Aujourd'hui, une brève pause de l'autre côté, le genre de pause qu'on s'accorde pour réorganiser mentalement son emploi du temps sans en faire toute une histoire. 14 heures. Mon bureau. Parfait. Il raccrocha. Marcelo Vasconcelos était l'avocat que Luis Gustavo utilisait pour les affaires qui ne pouvaient pas figurer dans les rapports du cabinet principal. Non pas parce qu'elles étaient illégales, elles étaient, en réalité, parfaitement légales, mais parce qu'elles exigeaient une discrétion absolue et un professionnel qui comprenait que la discrétion n'était pas qu'une simple question de déontologie. C'était le produit principal qu'il vendait. Luis Gustavo avait 2 heures avant de devoir partir. Elle les a tous utilisés. Rosie-Marie est descendue à 8h30 avec le visage de quelqu'un qui avait dormi sans vraiment se reposer. Cette fatigue particulière qui persiste dans les yeux quand l'esprit a travaillé tandis que le corps tente de se détendre. Elle prépara le café, servit Donalia et commença sa routine avec sa précision habituelle. Luis Gustavo était à table lorsqu'elle entra dans la pièce avec le plateau. « Bonjour, dit-elle. « Bonjour, dit-il en la regardant. Avez-vous dormi ? » « Oui, répondit-elle. Une seconde trop vite. Rosie-Marie. S'arrêta-t-elle. J'ai besoin que tu me fasses confiance aujourd'hui. Sa voix était directe, sans détour, mais il y avait quelque chose de différent du ton autoritaire auquel elle s'était habituée. C'était plus près. Il y a quelque chose que je dois vous annoncer, et je préfère ne pas vous en dévoiler les détails pour l'instant, car j'ai besoin que votre réaction soit naturelle au cas où quelqu'un nous observerait. Elle resta immobile, le plateau à la main. Quel développement ? Demanda-t-elle. Sa question était empreinte à la fois de prudence et d'une certaine crainte. Renato m'a contacté directement. Le plateau a failli glisser. Elle s'est rattrapée de toutes ses forces. Quand ? Ce matin. Que veut-il ? Ce que les hommes comme lui veulent toujours. Un silence. Mais il ne l'obtiendra pas. Ça, je te le promets. Elle le fixa un instant de plus que les 2 secondes habituelles. Tu ne me connais pas assez longtemps pour faire de telles promesses. Elle l'a dit. Ce n'était pas une accusation. C'était un avertissement sincère.
Ce genre de choses qu'elle avait appris à donner parce que personne ne le lui avait donné quand elle en avait besoin. Tu as raison. Il acquiesça. Mais j'ai les moyens de tenir cette promesse, même sans le temps. Un instant. J'ai besoin de votre confiance pendant quelques heures. Tu sauras tout plus tard. Rosemary garda le silence. Puis elle fit quelque chose d'inattendu. Elle posa le plateau sur la table. Elle se tourna complètement vers lui. Et elle dit, « Si vous faites quoi que ce soit qui mette en péril ma situation juridique pour me protéger, ou si vous utilisez votre argent ou votre influence d'une manière qui me rende redevable envers vous de quelque façon que ce soit, je quitterai cette maison aujourd'hui. » Sans prévenir. Sans dire au revoir. « Compris ?» dit-il. « Je ne menace pas. Je suis clair. Je connais la différence. » Il répondit, « Et c'est précisément pourquoi je vous demande votre confiance plutôt que votre permission. » Le silence qui suivit avait cette qualité particulière de deux compréhensions qui s'accordent sans qu'il soit nécessaire d'ajouter un mot. Elle reprit le plateau. « Le café est chaud, dit-elle. Et c'est ainsi que cela se passa. Sentez-vous que Rosemary a peur de revivre le passé? Pensez-vous qu'elle ait raison de se fixer cette limite? Ou est-elle trop fière au moment où elle a besoin d'aide? » Le cabinet de Marcelo Vasconcelos se trouvait dans un immeuble discret du centre-ville, sans enseigne, sans réceptionniste visible, sans aucun signe extérieur de prestige, contrairement à ce que font généralement les cabinets d'avocats. Une discrétion qui coûtait bien plus cher que le prestige lui-même. Luis Gustavo arriva à 2 heures précises. Marcelo était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux entièrement blancs, portant des lunettes à monture fine, et ayant l'allure générale d'un professeur d'université à la retraite qui aurait découvert sur le tard sa passion pour les échecs. Les apparences étaient trompeuses. Il le savait, et cela lui plaisait. Les deux hommes s'assirent et Luis Gustavo posa son téléphone portable sur la table. Le message de Renato s'affichait à l'écran. Marcelo le lut, le relut, ôta ses lunettes, les essuya avec un mouchoir, puis les remit. Une somme modique pour lui. Il le dit avec la même froideur que quelqu'un qui commente la météo. « Ce n'est pas une question de valeur, » répondit Luis Gustavo. « Ça ne l'est jamais. » Marcelo se laissa aller légèrement en arrière sur sa chaise. « Raconte-moi toute l'histoire. » Et Luis Gustavo la lui raconta. Absolument tout. L'arrivée de Rosemary, l'enveloppe, la tentative d'entrer par le biais de la fausse compagnie d'assurance maladie, la conversation au bureau où elle a révélé l'usurpation d'identité, les dettes frauduleuses figurant sur son véritable CPF, numéro d'identification fiscale brésilien. Marcelo a tout écouté sans l'interrompre une seule fois. Une aptitude qu'il lui avait fallu des années pour acquérir. Et cela valait plus que n'importe quel argument qu'il aurait pu avancer. Lorsque Luis Gustavo eut terminé, l'avocat resta silencieux un instant. Le problème central, finit-il par dire, n'est pas le chantage. Le chantage est facile à gérer quand on dispose des ressources dont on dispose. Un silence. Le problème principal est que votre employé se trouve dans une situation juridique irrégulière qui, si elle était divulguée de manière inappropriée, pourrait lui causer des complications, que l'agresseur soit puni ou non. Exactement. Il nous faut donc 2 approches simultanées. Marcelo prit un bloc-notes. Premièrement, neutraliser Renato afin qu'il perde tout intérêt à utiliser des informations la concernant. Deuxièmement, régulariser sa situation à l'amiable avant qu'un tiers ne saisisse les autorités, afin qu'elle soit reconnue comme victime d'usurpation d'identité, ce qu'elle est, et non comme auteur de ce délit. Elle refusera que je prenne en charge les frais de régularisation. Luis Gustavo dit. Marcelo le regarda par-dessus ses lunettes. Je n'ai pas dit que tu allais payer. Il a dit qu'il fallait réglementer cela. Un silence discret. Ah oui, il existe des fondations qui financent l'aide juridique aux victimes de violences contre les biens. Avec les documents requis, elle remplit les conditions. La procédure peut être lancée grâce à un parrainage institutionnel, sans que son nom n'apparaisse nulle part. Luis Gustavo resta silencieux un instant. Pouvez-vous rassembler tous ces éléments? J'ai déjà géré des situations plus complexes. Marcelo tapota du doigt son bloc-notes. Il me faut ces documents originaux, les relevés des dettes frauduleuses, toutes ces communications avec les institutions financières durant cette période, et les coordonnées de l'oncle qui a falsifié les documents, afin de comprendre précisément ce qui s'est passé et comment y remédier proprement. Je lui parlerai aujourd'hui. Luis Gustavo. L'avocat le regarda avec cette expression particulière de quelqu'un qui s'apprête à dire quelque chose qui dépasse le simple cadre des honoraires. Vous faites cela pour des raisons professionnelles ou personnelles? La question restait en suspens. Les deux, répondit-il après un moment. Marcelo hocha légèrement la tête. Alors, agissez avec prudence. Non pas que ce soit mal, mais parce qu'elle aura besoin de votre constance.
Et les hommes dans votre situation sont réputés pour leur manque de constance en matière de relations personnelles. Je le sais. Il dit, merci, Marcelo. De retour au manoir, à 5 heures de l'après-midi, Luis Gustavo trouva Rosemary dans le jardin, non pas en train de cueillir des herbes cette fois, mais simplement assise sur un banc de pierre près du vieux rosier qui avait appartenu à sa grand-mère, le regard perdu à l'horizon, avec ce regard absent de quelqu'un qui se trouve ailleurs que dans le jardin. Il s'approcha et s'assit à côté d'elle, maintenant la distance respectueuse qu'il avait appris à calculer instinctivement. « Puis-je vous raconter ce qui s'est passé aujourd'hui » demanda-t-il. Elle le regarda. Il hocha la tête. Et il lui dit. Pas tout. Non pas les détails techniques, qui seraient plus confus qu'utiles, mais l'essentiel. La conversation avec Marcelo, les deux fronts, la possibilité d'une régularisation par l'intermédiaire d'une assistance juridique institutionnelle, la stratégie pour neutraliser Renato. Rosemary écouta en silence jusqu'au bout. Tu as dit que tu n'utiliserais pas l'argent d'une manière qui me laisserait redevable envers toi, dit-elle. Et je ne le ferai pas. Mon nom ne figure sur aucun document. Mais vous avez tout organisé. Oui. Elle resta silencieuse un instant. Pourquoi ? demanda-t-elle. C'était la même question que toujours. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans son ton. Non pas de la méfiance, mais un véritable besoin de comprendre. Luis Gustavo fixa le rosier un instant. Parce que tu as passé 6 ans à reconstruire ta vie seule, après que quelqu'un qui aurait dû te protéger a fait exactement le contraire. Il tourna légèrement le visage vers elle. Et je pense qu'il est possible que quelqu'un veuille aider sans rien attendre en retour. Non pas parce que c'est facile à croire, mais parce que c'est vrai. Le soleil se couchait derrière les toits, et la lumière à cette heure précise, cette lumière dorée et légèrement mélancolique de fin d'après-midi, semblait suspendre le jardin hors du temps. Rosemary contemplait les roses. Ma mère plantait des rosiers, dit-elle au bout d'un moment, dans le jardin de la petite maison où nous avons grandi. Elle disait que les rosiers étaient les seules plantes qui nécessitaient une taille pour fleurir, que si on les laissait pousser librement, elles devenaient des mauvaises herbes. Luis Gustavo ne répondit pas. Elle se contenta d'écouter. « J'ai été trop taillée, dit-elle. Il ne me restait plus assez de matière pour fleurir. »« Ça suffit, dit-il. » Et elle le regarda d'un air différent de tous les regards qu'ils avaient échangés ces dernières semaines. Ce n'était plus ces 2 secondes de description professionnelle. Ce n'était pas l'ouverture prudente des conversations au bureau. C'était autre chose, plus cru, plus réel, plus effrayant précisément parce que c'était réel. « Je ne sais pas ce que nous faisons, » a-t-elle dit. « Je n'en suis pas certain non plus, » a-t-il admis. « Mais je crois que c'est la première fois depuis longtemps que je choisis délibérément de ne pas savoir. Que je m'autorise à ne pas savoir parce que l'ignorance me semble préférable à l'alternative. Quelle autre solution ? Continuer à tout savoir et à ne rien ressentir. » 2 jours plus tard, Marcelo appela avec des nouvelles que Luis Gustavo ne s'attendait pas à recevoir si tôt. « Nous avons mené une enquête approfondie sur Renato. » L'avocat parlait d'un ton détaché, comme s'il récitait des données tirées d'un tableur, sans la moindre émotion. Il ne s'occupe pas que de son cas. Il a 3 autres femmes, dans des situations similaires, qui vivent dans différents états. Usurpation d'identité. Détournement de fonds au sein d'une relation. Dans 2 cas, des plaintes pour violences psychologiques ont été déposées. Luis Gustavo garda le silence. Une affaire est en cours dans le Rio Grande do Sul, mais elle est au point mort faute de documents de la victime. Marcelo poursuivit. Si Rosemary, de son vrai nom Rosangela, peut fournir des témoignages et des documents, la procédure pourra être relancée. Avec 3 affaires simultanées, la probabilité d'une détention provisoire est importante. Elle devrait alors se présenter de manière encadrée, bénéficiant d'une protection juridique adéquate. Le témoignage peut être présenté de manière à minimiser l'impact de la falsification des documents, comme si vous étiez victime d'une fraude ayant pris des mesures pour se protéger. Vous devez lui en parler directement. Je sais, mais vous devez lui demander si elle le souhaite. Un silence. Luis Gustavo. Cette femme a passé des années à être guidée par les décisions des autres. Celle-ci devait être à elle. Luis Gustavo trouva Rosemary dans la chambre de Donalia, comme tant d'autres fois auparavant. La dame dormait, et Rosemary était assise sur la chaise basse à côté du lit, lisant à voix basse, une habitude qu'elle avait prise car elle avait remarqué que Donalia dormait mieux avec une voix humaine dans la chambre que dans le silence. Il frappa légèrement à la porte. Elle leva les yeux. Il fit un geste discret vers le couloir. Elle posa le livre, se leva prudemment pour ne pas réveiller la dame et sortit dans le couloir. « J'ai des nouvelles, » dit-il. « Ah, mais avant de vous le dire, je tiens à ce que vous sachiez que quelle que soit votre décision, je la respecte. Sans jugement ni pression. » Elle croisa les bras,
non pas par réflexe de défense, mais comme si elle s'apprêtait à entendre quelque chose de grave. Parler. Et il lui parla des autres victimes, du procès à Rio Grande do Sul, de la possibilité de témoigner. Rosemary écouta tout le visage fermé, non pas par colère, mais par concentration, comme quelqu'un qui assimilait plusieurs informations à la fois en silence. Quand il eut fini, elle resta silencieuse un long moment. « Combien de femmes » demanda-t-elle. « Au moins 3 cas confirmés, peut-être plus. » Elle fixait le couloir devant elle, selon couloir du manoir, avec ses tableaux au mur et la douce lumière des appliques, comme si elle voyait tout autre chose. « Quand je suis sortie de là, dit-elle lentement, j'ai souvent pensé que j'aurais dû aller à la police, mais j'avais peur. À cause de cette exposition médiatique, du manque de crédibilité, de la perte de l'emploi que je convoitais. » Un silence. Et pendant que j'avais peur, il faisait subir la même chose à quelqu'un d'autre. Sa voix ne tremblait pas, mais elle était empreinte d'un poids plus lourd encore. C'était de la culpabilité. La culpabilité irrationnelle, injuste, et pourtant parfaitement compréhensible. « Rosemary, dit Luis Gustavo avec précaution, ce qui est arrivé à ces femmes n'est pas de votre responsabilité. » Je sais. Elle le regarda. « Mais je peux faire quelque chose maintenant. Toi aussi, si tu veux. » Elle resta silencieuse un instant. C'est donc avec la certitude inébranlable d'une décision prise non pas impulsivement, mais en pleine conscience, que je souhaite m'entretenir avec l'avocat. Ce qui s'est passé durant les 3 semaines suivantes est resté silencieux pour le monde extérieur, mais a profondément transformé la vie de ceux qui se trouvaient entre ces murs. Rosemary a fourni des documents, a témoigné, et Marcelo a collaboré avec l'équipe du Rio Grande do Sul pour relancer le processus. 2 autres victimes, ayant appris l'existence de témoignages corroborant leur version, ont accepté de se manifester. Renato, qui avait envoyé 2 autres messages sur le portable de Luis Gustavo pendant la pause, chacun légèrement plus agressif que le précédent. Comme quelqu'un appuyant frénétiquement sur un bouton parce qu'il ne comprend pas pourquoi la porte ne s'ouvre pas, avait été averti par les avocats de Luis Gustavo que tout contact ultérieur serait considéré comme une tentative d'extorsion, les communications ayant déjà été consignées et transmises au parquet. Les messages ont cessé. Et un lundi matin, 3 semaines après l'envoi de l'enveloppe brune sans adresse de retour, Marcelo a appelé Luis Gustavo et lui a transmis une seule phrase. Il a été arrêté ce matin. La détention provisoire a été ordonnée. Le juge a pris en compte le risque de fuite et la possibilité de récidive. Luis Gustavo est resté silencieux un instant. Merci, Marcelo. Merci à Rosemary. Sans son témoignage, nous n'aurions pas pu établir le lien entre ces affaires. Il raccrocha. Il resta assis quelques minutes dans le bureau, le regard perdu dans le jardin où Rosemary cueillait des herbes pour le thé. Toujours ce moment-là. C'était toujours la même scène, celle qui avait commencé des semaines auparavant, un mardi matin, avec le café qui refroidissait dans une tasse. Puis tout a basculé. Elle l'a su à son expression avant même qu'il n'ait prononcé un mot. Il y avait sur le visage de Luis Gustavo quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Non pas le calme imperturbable des dernières semaines, ni l'attention soutenue qu'il avait manifestée, mais plutôt un soulagement. Ce genre de soulagement qui n'apparaît que lorsqu'un poids, auquel on s'était habitué et qu'on avait fini par ne plus le remarquer, se dissipe enfin de nos épaules. « C'est fini » demanda-t-elle. « Pour l'instant, oui. » Elle resta immobile, les herbes à la main, puis fit quelque chose qui le surprit complètement. Non pas à cause de l'émotion elle-même, mais à cause de la manière dont elle a été exprimée. Rosemary n'a pas pleuré. Elle n'a rien dit. Elle se retourna simplement vers le rosier, lui tourna le dos un instant et prit 3 grandes inspirations. Lorsqu'elle se retourna de nouveau, ses yeux étaient secs. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. Quelque chose qui était resté fermé pendant longtemps et qui, maintenant, semblait subtilement, avait trouvé une brèche par laquelle la lumière pénétrait. « Je dois te dire quelque chose, » dit-elle. « On peut dire ça. Quand j'ai demandé le transfert il y a 3 semaines, elle a commencé avec sa voix calme et directe habituelle, mais sur un ton différent, plus ouvert. Je ne fuyais pas le Seigneur. Je fuyais moi-même, mes propres sentiments, car j'avais appris que ressentir des choses envers ceux qui avaient du pouvoir sur moi était à l'origine de tous les problèmes. » Luis Gustavo ne répondit pas. Il se contenta d'écouter. « Mais j'ai compris, poursuivit-elle, que le Seigneur est différent d'une manière que je ne peux pas encore pleinement exprimer, et que je me servais du passé comme excuse pour manquer de courage au présent. » Un silence. Je ne suis pas douée pour les discours, mais c'est ce que je voulais dire. Le jardin était silencieux. Le soleil du matin éclairait obliquement le vieux rosier, les herbes aromatiques qui l'abritaient, et les 2 personnes qui se tenaient pour la première fois à moins d'1 mètre l'une de l'autre, sans la distance professionnelle habituelle. « Rosemary, dit-il.
Et sa voix était différente de toutes les fois précédentes, plus simple, plus humaine. J'ai 57 ans et j'ai passé la majeure partie de ma vie à exceller dans des domaines futiles et à être piètre dans le seul qui compte vraiment. Pause. Je ne sais pas si je m'y prends bien, mais je veux essayer. Si vous voulez essayer ensemble. Elle le regarda longuement. Une condition. Elle a demandé, laquelle? Quand Donalia pose une question, elle la pose avec les yeux. Le Seigneur le sait. Nous ne lui mentons pas. Elle mérite la vérité. Luis Gustavo ressentit dans sa poitrine une sensation de légèreté qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Je suis d'accord. Et pour la première fois depuis son arrivée dans cette demeure, Rosemary lui sourit sincèrement. Non pas son sourire professionnel et réservé habituel, mais un sourire authentique, qui illumina son visage et dura suffisamment longtemps pour être vrai. C'était un début. Petit, fragile, avec une histoire sous-jacente. Mais c'était un début. Ce qu'ils ignoraient encore, c'est que Donalia était éveillée dans la chambre à cet instant précis. Elle s'était réveillée 20 minutes plus tôt et avait demandé à Benedito, d'un regard et d'un geste de la main, d'ouvrir la fenêtre donnant sur le jardin. Elle avait tout vu. Et il avait souri comme seul peut sourire celui qui a passé 78 ans à attendre ce moment précis et qui le voit enfin se réaliser sous ses yeux. Mais l'histoire n'était pas terminée. Car Marcelo avait mentionné quelque chose lors d'un coup de fil rapide, presque anodin, comme s'il s'agissait d'un détail insignifiant, et Luis Gustavo l'avait gardé en mémoire sans encore décider quoi en faire. Dans les documents relatifs à la procédure de régularisation, Rosemar avait indiqué son parcours universitaire complet. Licence en administration des affaires, obtenue avec distinction. 3 années d'expérience dans la gestion d'entreprise avant d'épouser Renato. Une carrière entière engloutie, enterrée, réduite au silence par 4 années de relations qui avaient effacé non seulement son nom, mais aussi l'image qu'elle s'était forgée. Luis Gustavo l'avait lu et était resté longtemps silencieux. Car un siège était vacant au conseil d'administration de son entreprise depuis 8 mois. Un poste de direction pour lequel il avait rencontré 12 candidats sans trouver le profil idéal. Et il était sur le point de prendre une décision qui allait bien au-delà d'un petit début fragile, chargé d'histoire. Il y a des moments dans la vie qui surviennent à l'improviste, sans cérémonie, sans la musique de fond qu'on imagine. Ils arrivent simplement un matin ordinaire, assis sur une chaise de bureau, dans un jardin embaumant les herbes aromatiques et les roses anciennes. Et ils bouleversent tout sans prévenir. Luis Gustavo garda cette information pour lui pendant 2 jours. Non pas qu'il ait des doutes. Il était en réalité étonnamment sûr de ce qu'il voulait faire. Mais il avait appris, tardivement, au prix fort des leçons tardives, que l'assurance ne suffit pas quand il s'agit d'autrui. Surtout d'une personne dont les décisions avaient été prises par d'autres pendant des années. Il devait s'y prendre correctement. Mercredi soir, après que Donalia se fut endormie et que Benedito eut terminé son travail, il demanda à Rosemary de rester un instant avant de monter dans sa chambre. Ils s'assirent au salon. Cette fois, ce n'était pas dans le bureau, mais dans le salon, avec ses canapés anciens, ses photos de famille au mur et sa lampe à la lumière chaude qui transformait l'espace en un lieu plus chaleureux qu'un manoir. Il déposa un dossier sur la table basse. Avant d'ouvrir ceci, dit-il, je tiens à préciser que cela n'a rien à voir avec ce qui se passe entre nous. Si vous dites non, rien ne change. Si vous dites oui, rien ne change dans le sens inverse. Ce sont 2 choses distinctes, et je veux que vous le compreniez. Rosemary regarda le dossier. Puis lui. Vous pouvez continuer. J'ai un poste vacant au sein du conseil consultatif de mon entreprise depuis 8 mois. Il concerne la gestion des opérations et les relations institutionnelles. J'ai déjà rencontré 12 candidats. Aucun ne correspond au profil. Un silence. Lorsque Marcelo m'a envoyé son dossier complet pour la procédure de régularisation, j'ai pris connaissance de son parcours universitaire et professionnel. Elle resta immobile. Rosemary, vous avez la formation, l'expérience, et je l'ai constaté dans chacune de vos décisions ces dernières semaines, dans votre gestion de cette maison, dans vos relations avec les autres. Vous avez le discernement requis pour ce poste. Le silence qui suivit était différent de tous les autres silences qui avaient jamais régné dans cette pièce. Vous me proposez un emploi, dit-elle lentement, comme si elle avait besoin d'entendre ces mots pour y croire. Je vous propose un poste qui vous revient de droit. Il ouvrit le dossier et le lui tendit doucement. Lisez-le attentivement. Salaire. Avantages sociaux. Étendue des responsabilités. Si vous le souhaitez, vous pouvez les faire examiner par un avocat indépendant avant de répondre. Elle contempla les documents un long moment sans les toucher. Et Madame Lia ? Demanda-t-elle. J'ai déjà contacté une agence spécialisée dans le placement d'aide à domicile pour personnes âgées. 3 candidats sont excellents. Ma mère ne sera pas laissée sans soin. Tu as pensé à tout. J'ai essayé.
Elle a finalement touché les documents. Il prit la première page. Il la lut. Il tourna à la deuxième. Il lisait plus lentement. Luis Gustavo demeurait silencieux, respectant ce temps avec la patience qu'il avait apprise ces dernières semaines. La patience particulière de celui qui comprend que la pression est le moyen le plus efficace de détruire ce qu'il tente de construire. Arrivée à la dernière page, elle la fixa un instant. « C'est réel, » dit-elle. Ce n'était pas la question. C'était le bruit de quelqu'un qui vérifiait si elle était réveillée. « C'est réel. Le salaire est de... » Elle s'est arrêtée. « C'est le salaire proposé sur le marché pour ce poste. Je me suis renseignée. » Elle déposa lentement les documents sur la table. Elle fixa un instant ses mains. Ses mains qui avaient préparé du porridge, cueilli des herbes et essuyé les larmes d'une femme qui n'était pas de sa famille, mais qu'elle avait traitée comme telle. « J'ai besoin de quelques jours pour réfléchir, » dit-elle. « Bien sûr. Et je dois être honnête avec toi à propos de quelque chose. Tu peux parler. » Elle leva les yeux vers lui. « J'ai peur. » La voix était ferme, mais il y avait quelque chose de pur en dessous. Pas de la position. Que signifie accepter ? Car accepter cela, c'est croire que ma vie peut être différente de ce qu'elle était. Et j'ai appris à survivre en ne le croyant pas. Luis Gustavo resta silencieux un instant. « Je comprends cela mieux que vous ne pouvez l'imaginer, » dit-il. « J'ai passé des décennies à ne pas croire que je pourrais avoir quelqu'un à mes côtés. Il était plus facile de protéger ce que j'avais que de risquer ce que je pourrais avoir. » Un silence. Jusqu'à ce que tu apparaisses dans ce jardin, un mouchoir plié en 4 dans la poche de ton tablier. Rosemary te regarda. Et puis, pour la deuxième fois depuis son arrivée au manoir, elle sourit sincèrement. Elle disait avoir appris à survivre en ne croyant pas que la vie puisse être meilleure. Avez-vous déjà ressenti cela ? Que le passé vous a appris à vous méfier des bonnes choses lorsqu'elles se présentent. Elle demanda 3 jours. Elle les utilisa chacun d'eux d'une manière que Luis Gustavo ne découvrirait que plus tard. Elle avait appelé le coordinateur de l'établissement où elle avait obtenu son diplôme pour se renseigner sur les formations continues. Elle avait demandé directement à Marcelo de confirmer que l'offre d'emploi n'était aucunement liée à sa relation avec Luis Gustavo. Marcelo avait parlé, au cours d'une longue conversation téléphonique en fin d'après-midi, avec sa mère à la campagne, celle qui avait survécu à la maladie et qui avait répondu d'une voix rauque et vibrante, comme si elle avait décidé qu'il lui restait encore beaucoup à vivre. « Ma fille, » avait dit ta mère après avoir tout entendu, « quand j'ai planté le rosier, je savais que ça me ferait mal à la main. Les épines font partie de la plante, mais je les ai plantées quand même. Tu sais pourquoi ? » « Pourquoi, maman ? » « Parce que la fleur valait bien l'épine. » Un silence. « Tu sais reconnaître la valeur des choses, Rosangela. Tu l'as toujours su. Arrête de me le demander et demande-toi à toi-même. » Le matin du 3e jour, Rosemary descendit plus tôt que d'habitude. Luis Gustavo prenait encore son café lorsqu'elle entra dans le salon, sans son tablier cette fois. Vêtue de sa tenue habituelle de jour de congé, les cheveux lâchés pour la première fois qu'il la voyait ainsi, elle semblait à la fois plus simple et plus épanouie. Elle s'assit sur la chaise en face de lui. « J'accepte le poste, » dit-elle, « à une condition. »« Laquelle ? » ?»« Je commence dans 90 jours. J'ai besoin de ce temps pour suivre une formation de remise à niveau, revoir les concepts et me préparer correctement. Je ne veux pas accepter un rôle de conseillère sans être prête. » Luis Gustavo la fixait du regard. « Tu es prêt ? » demanda-t-il. « Je sais, mais je veux aller plus loin. » Il sourit. 90 jours ? Il l'a confirmé. Ce qui s'est passé dans les mois suivants n'avait rien d'un conte de fées. Et c'est précisément pour cela que c'était réel. Il y eut des difficultés. Il y eut des jours où, en arrivant aux réunions du conseil, Rosemary sentait peser sur elle le regard de certains membres plus âgés, ce mélange particulier de scepticisme et de curiosité que les femmes occupant des postes de pouvoir apprennent à porter comme une seconde nature. Il y eut des jours où Luis Gustavo, habitué depuis des décennies à la solitude comme mode de fonctionnement, se retirait instinctivement lorsque la proximité devenait pesante, et elle devait faire preuve de patience pour ne pas interpréter cela comme un rejet. Un samedi soir, ils eurent une conversation difficile où il finit par lui confier ce qu'il avait toujours gardé pour lui. Les décisions professionnelles qui l'avaient embarrassé, les raccourcis qu'il avait pris en début de carrière, les personnes qu'il avait négligées au profit du travail. Elle l'écouta attentivement et prononça des mots qui le marquèrent longtemps. « Tu m'as dit ça en espérant que je parte ou que je reste ? » « Je ne sais pas. » Il l'a admis. « Je reste, a-t-elle dit. Mais pas parce que j'ignore ce que tu m'as dit. Je reste parce qu'un homme qui porte véritablement le poids de la culpabilité est différent d'un homme qui n'en a jamais ressenti le besoin. » Un silence. « Et pourquoi m'avez-vous donné la chance d'être qui je suis, et non qui j'étais ? Il me semble juste d'en faire autant.
L'état de Donalia s'est aggravé au 5e mois. Était-ce prévisible? Les médecins avaient prévenu que l'évolution serait ainsi, d'abord progressive puis brutale, et que le confort primait sur toute intervention à ce stade. Elle a passé ces dernières semaines dans la grande chambre, baignée de lumière naturelle, bercée par une douce musique, avec des photos de son mari sur la table de chevet et Rosemary à ses côtés. Elle n'était plus employée comme femme de ménage. Une aide-soignante avait été engagée pour les soins techniques. Mais Rosemary apparaissait chaque matin avant d'aller travailler. Et chaque soir avant de se coucher, elle s'asseyait sur la chaise basse, prenait ses petites mains froides et restait là. Un mardi après-midi. Chaque mardi, toujours cette lumière. Donalia fixa longuement Rosemary. Puis elle tourna son regard vers son fils, qui se trouvait de l'autre côté du lit. Puis elle revint à Rosemary. Et elle fit le même geste qu'auparavant. Elle rapprocha leurs mains sur ses genoux. Cette fois, elle ne les lâcha pas. Elle les serra tous les deux dans ses bras jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Donalia mourut 3 semaines plus tard. Un dimanche matin, le soleil inondait la pièce et ils étaient tous les deux à ses côtés. En paix. L'enterrement fut simple, comme elle l'avait souhaité de son vivant. Entourée de sa famille proche et de ses vieux amis, sans le prestige que le nom de Brandao Mendes aurait pu lui conférer, Luis Gustavo garda le silence presque toute la journée. Un silence empreint de la douleur de celui qui encaisse une perte attendue, mais qui, lorsqu'elle survient, se révèle bien différente de ce qu'il avait imaginé. Ce soir-là, seuls dans le manoir qui leur parut soudain plus vaste que jamais, lui et Rosemary restèrent assis des heures durant sur la véranda, sans presque rien dire. Une tasse de thé reposait entre eux, refroidissant sans être bu. Le jardin en contrebas était plongé dans l'obscurité, hormis la faible lueur des lampadaires. Elle le savait. Rosemary le lui avait dit un jour. Le savait-elle? Dès le début. Dès qu'elle a pris nos mains, elle le savait déjà. Un silence. Je crois qu'elle s'y attendait. Luis Gustavo resta silencieux un instant. Ma mère a attendu toute sa vie pour me voir heureux, dit-il d'une voix légèrement différente. Il m'a fallu beaucoup de temps pour lui offrir ce spectacle. Tu as laissé faire le temps, dit Rosemary. C'est ce qui compte. Il la regarda. Et il y avait quelque chose dans ce regard. Sur ce balcon, dans ce silence, avec le jardin sombre en contrebas et la tasse de thé froid entre eux, quelque chose de différent de tout ce qui s'était passé entre eux auparavant. C'était plus ancien, plus serein. C'était le regard de deux êtres qui en avaient assez traversé ensemble pour qu'un regard n'ait plus besoin de tout dire, car ce qui existait entre eux ne pouvait plus se limiter à de simples regards. Cela s'inscrivait dans les jours, dans les choix, dans les tasses de thé qui refroidissaient parce qu'il y avait des choses plus importantes que le thé. Luis Gustavo. Elle a dit, merci. Pourquoi? Elle est restée silencieuse un instant, cherchant ses mots. Pour être allée jusqu'à la porte ce samedi-là. Un silence. Pour être restée dans la chambre au lieu de partir quand je lui ai tout raconté. Pour avoir fait les choses correctement plutôt que facilement. Elle tourna légèrement le visage vers lui. Pour m'avoir vu avant de savoir qui j'étais. Il est resté silencieux? Et après avoir découvert la vérité? Ajouta-t-elle. Rosemary expliqua que le plus important était d'être vu avant d'être connu. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui vous a vraiment vu avant même de connaître votre histoire? 6 mois après l'enterrement de Donalia, un samedi matin, embaumé par les effluves de café et de terre humide du jardin, Luis Gustavo Brandao Mendes fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait en 57 ans. Elle a acheté une bague. Ce n'était pas une décision dramatique. Il n'y a pas eu de révélation soudaine, ni de discours préparé. Il passait simplement devant une bijouterie du centre-ville. Après une réunion. Et il s'est arrêté. Il entra. Il regarda. Et il sut. La bague était simple. En or rose. Avec une petite pierre. Sans les excès que l'argent permettait, mais que son goût n'aurait jamais approuvé. C'était le genre de chose qui disait « Je te connais », mieux que « J'ai assez d'argent pour impressionner ». Il le garda dans la poche de sa veste pendant 4 jours avant de l'utiliser. Non pas par insécurité. Il avait fait la paix avec cette insécurité depuis des mois. Mais pourquoi voulait-il attendre le moment idéal? Pas un moment artificiel. Pas question de m'agenouiller par terre. Pas question d'aller dans un restaurant chic avec un serveur qui m'attend. Je voulais un vrai moment. Il l'a trouvée un mardi matin. Elle était dans le jardin. Toujours dans le jardin. Toujours cette lumière. Toujours ces herbes qu'elle continuait de cueillir par habitude, même si ce n'était plus son travail. Et il descendit et alla vers elle. Comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Elle se retourna en l'entendant approcher. « Bonjour. » Elle dit « Bonjour. » Il s'arrêta à côté d'elle. Il fixa le rosier un instant.
Puis il la regarda. J'ai une question à te poser. Elle le regarda avec cette expression qu'il avait appris à aimer. Un peu prudente. Complètement honnête. Prêt à tout. Il sortit la bague de sa poche. Il ne s'agenouilla pas. Car il avait compris qu'elle n'avait pas besoin de grands gestes. Elle avait besoin de gestes sincères. Il a simplement tenu la bague entre eux et a dit. Pendant 57 ans, j'ai cru savoir ce que je voulais. Que je voulais quelqu'un de serein. De beau. Timide. Millionnaire. Un silence. Je ne savais rien. Je ne voulais que toi. Ta sérénité est d'une telle force qu'elle est trop précieuse pour être considérée comme une faiblesse. Elle est d'une beauté qui dépasse de loin ce que mes yeux étaient censés voir. Elle n'est pas timide. Elle est attentionnée. Et il ne possède pas mes millions. Il possède quelque chose que mes millions ne pourront jamais acheter. Le jardin était silencieux. Que veux-tu, Rosemary? Pas ce qui est prudent. Pas ce qui est sûr. Que veux-tu vraiment? Elle regarda la bague. Alors il lui tendit la main. Et alors il fit la chose la plus simple et la plus difficile qu'il ait faite depuis longtemps. Il lui tendit la main. Le mariage eut lieu 6 mois plus tard. Une cérémonie intime. Dans un lieu situé en dehors de la ville. Il n'y avait que quelques personnes, mais vous avez vu juste. La mère de Rosemary était au premier rang, vêtue d'une robe qu'elle avait cousue elle-même. Et ses yeux qui n'ont jamais cessé de briller durant toute la cérémonie. Benedito était là. Impeccable comme toujours. Et elle pleurait discrètement dans un coin, pensant que personne ne l'avait vue. Rosemary l'avait vue. Et elle ne dit rien par politesse. Et il y avait une chaise vide au premier rang. Avec un bouquet de roses sur le siège. Pour Madame Lia. Un soir, plusieurs mois après le mariage, Rosemary se trouvait dans le bureau qui était aussi devenu le sien. Elle avait apporté 2 plantes et un cadre photo avec une photo de sa mère. Et l'espace s'était instantanément animé. Lorsque Luis Gustavo entra avec 2 tasses de thé, elle leva les yeux de ses documents. « Tu as fait du thé? » « J'ai essayé. Il était sans doute trop fort. » Elle prit la tasse. Il a bu. Il a fait la grimace. Il a une mine affreuse. Je l'avais prévenu. Elle a ri. C'était tout simple. Une tasse de thé imbuvable. Un petit rire. Un bureau avec des plantes et un cadre photo. Ce n'était pas ce que Luis Gustavo avait imaginé lorsqu'il avait, des décennies plus tôt, dressé mentalement le tableau de sa vie à 60 ans. C'était mieux. C'était infiniment, étonnamment mieux. Parce que c'était réel. Parce que cela leur avait coûté quelque chose. Parce que cela avait exigé d'eux le courage particulier de lâcher prise sur ce qui les protégeait, afin de prendre ce qui les complétait. Il s'assit sur la chaise à côté d'elle, regarda les documents qu'elle examinait et resta silencieux près d'elle, sa tasse de thé immonde à la main. Et c'était tout. Parfaitement suffisant. L'argent avait permis d'acheter le manoir, le vieux rosier, le café raffiné chaque matin, les avocats qui avaient fait tomber Renato, les formations qui avaient relancé sa carrière. Mais il n'avait pas permis d'acheter ce matin où, levant les yeux de sa tasse, il vit une femme essuyer les larmes de sa mère avec un mouchoir en tissu plié en 4. Il n'avait pas permis d'acheter son courage de dire « Je ne peux pas me permettre de ressentir des choses que je n'ai pas le droit de ressentir. » Ni son courage à lui de répondre qu'elle, si. Je n'avais pas cru à ce sourire sincère. Le premier, dans le jardin après l'arrestation de Renato. Je n'avais pas cru à ce moment où ils étaient tous les deux, silencieux, sur un balcon, un thé froid à la main, dans un jardin sombre, s'offrant des cadeaux dans le seul endroit qui comptait vraiment. Ils n'avaient pas acheté ce qui les unissait. Ils n'auraient jamais pu l'acheter. C'était le genre de choses qu'on ne peut construire qu'avec ce que l'argent ne peut acheter. Avec le temps, avec la sincérité, avec la volonté de se montrer tel qu'on est avant d'être approuvé et de rester après avoir appris à connaître quelqu'un. C'est le genre de choses qu'on obtient qu'en cessant de lutter. Aimez-vous les histoires passionnantes comme celle-ci? Ce sera toujours un plaisir de vous avoir parmi nous.